Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Revenu à nouveau dans cette émission Interrogeons-nous. Ce matin, nous avons un nouvel invité et une thématique particulière, le sport. Nous allons nous interroger sur le sport dans les relations internationales. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Merci de venir réfléchir avec nous sur le sport et son influence sur la planète. Nous regardons les salaires de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Samuel Eto'o quand il joue encore, et de plein de footballeurs. Et on s'interroge pour le sport qu'on définit parfois comme des activités physiques. Activités physiques. Dans la définition, peut-être qu'on a même oublié de mettre la dimension intellectuelle. Parce que s'il y a une activité, même si elle est physique, il y a forcément un lien avec l'intellectualité. Revenons sur la définition du sport. Est-ce que cette définition vous satisfait? Moi, je pose la question compte tenu de la place que ce sport représente pour l'humain en général et pour les influences qu'il peut avoir dans les relations que les pays ont entre eux. D'accord. Plus simplement, qu'est-ce que le sport? Oui, je crois que la question est une question lancinante et elle permet d'entrer dans, en même temps, la simplicité et la complexité de l'analyse de ces questions de sport. Alors, il y a la définition, il n'y a pas de définition standard unanimement acceptée du sport. Mais toutes les définitions basiques tournent autour du fait que le sport est une activité de compétition permettant le dépassement de soi ou d'autrui codifié. Donc, c'est les définitions basiques. À ces définitions-là, il faut ajouter les finalités du sport, parce que les finalités du sport, bien entendu, rentrent dans leur définition. Puisque, effectivement, quand on prend le versant dépassement de soi, le sport peut donc renvoyer à une activité cérébrale permettant à l'individu de pouvoir aller au-delà de lui-même, de pouvoir vraiment s'explorer lui-même, d'aller au-delà de ses limites. D'où la logique de record, d'où la logique de dépassement de soi que le sport promeut. Donc, le dépassement d'autrui, c'est effectivement le fait que le sport, dans le passage de sa période antique, où effectivement c'était des démonstrations de force, de puissance, la célébration du corps, le corps comme outil sociologique, jusqu'à aujourd'hui où effectivement on est rentré dans la performance, la logique de la compétition du corps et des corps dans le sport reste permanente. Donc la compétition est au cœur du sport, le corps est au cœur du sport, le corps en tant qu'outil permettant d'atteindre un certain nombre de capacités, de voir les limites de la capacité physique et intellectuelle, puisque le dépassement de soi n'a pas seulement un volet physique. Le dépassement d'autrui n'a pas seulement un volet physique. Donc, c'est cette logique-là qui entre dans la définition du sport, autant que la codification. La codification permet de démêler les sports qui sont organisés, des sports entre guillemets qui ont un objet de ludique, n'est-ce pas, et des sports qui ne sont pas encore tout à fait standardisés ou organisés. Donc voilà un peu les aspects qui entrent dans la définition du sport, peu importe la définition qu'on prendra. Dans les définitions du sport qu'on a de manière usuelle, activité de compétition permettant de mettre en interaction un individu et une équipe et ainsi de suite. Maintenant, il faut à ces éléments de définition du sport qu'on vient de donner, ajouter les finalités. Parce que les finalités du sport permettent effectivement de... La première finalité du sport, c'est effectivement la compétition. La compétition, la compétitivité. Puisque l'objectif du sport au final, c'est de savoir qui a gagné, c'est de savoir qui a eu le record, c'est de savoir qui est, entre guillemets, le plus fort. Donc, c'est la compétitivité qui est au cœur du sport. C'est la compétitivité qui distingue le sport professionnel du sport amateur.
Donc la compétitivité est la première finalité du sport. Donc ce qu'on recherche, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, comme je le réitère encore, c'est le record, la performance, et ainsi de suite. C'est pour ça que dans le microcosme sportif, on est à la recherche des records, on travaille pour cela. Et la base de ce travail-là, c'est le corps du sportif, qui peut avoir qu'on peut utiliser à l'excès. Bref, passons. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la deuxième finalité, c'est que le sport a une fonction récréative. Elle peut être ludique. Donc, le sport permet de déstresser, le sport permet de se sentir bien, ça permet le bien-être. Donc, dans cette finalité-là, et nous avons les auteurs qui sont dans toutes ces différentes finalités. Donc, je ne pense pas que l'objectif, c'est de les citer tous, mais plus de présenter les finalités. Donc, ces finalités ludiques-là, nous avons donc cette portion qui est importante parce que le sport permet à l'individu de prendre des distances avec le stress, avec les activités normales, familiales, les activités professionnelles. Le sport permet, c'est donc dans cette logique-là que nous avons le sport pour tous, le sport pour la détente, et ainsi de suite. Voilà. Nous avons aussi une autre finalité qui est que le sport peut avoir des notions négatives. Le sport est une face, est la représentation, peut être la représentation des aspects négatifs de la société. Nous entrons dans le cadre du sport dopage, le sport opium du peuple que notre ami Jean-Marie Brome, dont Jean-Marie Brome est effectivement la tête de proue, dans le sport qui permet d'empêcher au peuple de penser aux choses importantes. Donc voilà, le sport opium du peuple, le sport, lieu d'expression de la barbarie et de la sauvagerie humaine. Donc le sport, lieu de transformation de la violence, euphémisation, lieu d'euphémisation de la violence. Norbert Elias et Eric Dunning ont écrit un livre dessus, Sport et civilisation, qui, voilà, donc dans cette perspective-là, le sport est perçu plutôt à des finalités négatives. Donc le sport est un instrument pour les hommes, pour essayer d'euphémiser la violence, pour essayer de laisser passer toute leur passion. C'est le phénomène de l'hooliganisme. Et on voit bien la dimension physique qui domine la définition du sport. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, à quel moment est-ce que le sport devient un instrument pour les États? Alors, j'allais terminer justement par cette quatrième finalité. Oui. Donc, la dimension donc, géopolitique du sport. La dimension géopolitique du sport aujourd'hui, je réservais cette finalité parce que l'échange porte justement sur le sport et les relations internationales. Oui. Alors, cette quatrième finalité, c'est donc le sport comme instrument des acteurs de l'espace international, en général. Oui. Donc, la dimension géopolitique du sport. Les acteurs de l'espace international. Donc, le sport au service des multinationales, le sport au service des groupes de pression, le sport au service des organisations internationales, le sport au service des États. Alors, c'est à ce moment-là que la finalité du sport devient une finalité géopolitique. Donc, et les États ne sont pas les seuls, contrairement à l'idée reçue. Parce que, justement, dans la littérature, nous avons plus le développement sur le rapport entre le sport et les États. Mais les multinationales aussi ont le sport comme instrumentalisation. Coca-Cola est lié à certaines disciplines sportives de manière intrinsèque. Oui. Pepsi, de manière intrinsèque, pour ne citer que cela. Ce n'est pas pour leur faire la publicité dans votre chaîne, mais c'est pour expliquer qu'effectivement, le sport est aussi un centre d'intérêt des multinationales. Le sport est un centre d'intérêt des organisations internationales, puisque le CIO est observateur, un membre observateur des Nations Unies. Un membre observateur des Nations Unies, le CIO. Alors, qu'est-ce que le CIO fait aux Nations Unies? Est-ce que le CIO, c'est un État? Point d'interrogation. Mais ça vous démontre donc, et on peut développer beaucoup d'autres exemples au niveau des organisations. Toutes les organisations d'intégration politique ont des organisations sportives.
nous avons l'UNIFAC, nous avons en Afrique, nous avons beaucoup d'autres exemples. Dans les organisations politiques ont parfois des compétitions sportives. Nous avons eu la Coupe de la CEMAC, la Coupe de l'UDEAC, et ainsi de suite. Ces organisations n'ont rien à voir avec le sport. Oui. Mais elles ont des intérêts à utiliser le sport comme facteur de développement de leur économie, donc de leurs objectifs politiques. Donc le sport a une finalité géopolitique, non pas seulement pour les États, contrairement à ce que beaucoup pensent dans la littérature. Je viens de démontrer que les multinationales utilisent le sport. Les organisations d'intégration politique utilisent le sport. Le Mercosur, l'Union européenne, toutes ces organisations-là utilisent le sport. Les Nations unies utilisent le sport. Les Nations unies ont une commission pour le sport, le développement et la paix qui a été créée en 1992 et un commissaire. Je pense que depuis 2000, cette commission-là n'existe plus. Mais il y a eu, les Nations unies ont créé une commission pour le sport, outil de développement de la paix. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Nations unies ont à faire alors qu'il y a la FIFA, il y a le CIO, il y a l'AMA, il y a l'OTAS? Qu'est-ce que les Nations unies, avec tout ce que les Nations unies ont à faire dans l'espace international pour la paix et la sécurité dans le cadre de son chapitre 7, pourquoi encore créer une commission pour le sport comme outil de développement de la paix et de la sécurité? Ça vous démontre que le sport est très important pour les organisations d'intégration politique, à caractère universel ou à caractère régional. Donc, maintenant, quand nous avons aussi des organisations comme l'OLP, et des organisations terroristes, des groupes de pression qui financent des clubs sportifs, qui ouvrent des gymnases, qui financent des sportifs. Donc, vous voyez donc que ce ne sont pas seulement les convoitises étatiques ou l'instrumentalisation des États que le sport charrie. Et le sport qui intéresse ici tous ces acteurs de l'espace international, c'est le sport de compétition. Ça nous permet de revenir encore sur la définition du sport. Ce n'est pas le sport ludique, ce n'est pas le sport... non, c'est le sport de compétition. Parce que le sport de compétition, c'est effectivement celui qui est fait, qui permet de délivrer des titres, qui permet de délivrer des médailles, qui permet d'avoir des records. Et c'est dans ce sport-là qu'il y a une exposition planétaire, qui fait en sorte qu'il charrie des intérêts économiques. Parce qu'on est passé de la dimension gratuite du sport dans l'époque antique, l'époque grecque, et on est donc arrivé dans le développement de l'économie du sport depuis la fin de la guerre froide en 1989-1990, avec le vent de la mondialisation. Le sport a bénéficié de ce vent de la mondialisation-là pour capter les niches d'investissement et faire en sorte que les compétitions sportives ont une exposition planétaire et que, effectivement, les fonds que génèrent ces compétitions sportives-là à travers le marketing et le merchandising des organisations sportives internationales ont permis donc une grosse exposition du sport pour les acteurs de l'espace international. Est-ce qu'on peut considérer que la dimension émotionnelle que suscite le sport est un prétexte qu'usent les grands acteurs, les États, les multinationales, pour pouvoir gagner d'autres terrains? Tout à fait. Le sport, non seulement a une surface de pénétration plus large que la politique, mais le sport permet d'augmenter son capital sympathie. Et justement, les acteurs de l'espace international l'ont très bien compris, qu'effectivement, l'émotivité, l'empathie que suscitent les victoires sportives, ou les défaites sportives d'ailleurs, oui. Parce que ce n'est pas seulement les victoires qui suscitent. Nous avons des champions de boxe ou des champions de cyclisme, je ne veux pas citer les noms, je pense que tout le monde imagine un peu de qui je parle, qui sont célèbres parce qu'ils sont toujours deuxièmes, ils ont toujours perdu. Or, ça suscite l'empathie. Donc cette empathie du sport, cette faculté de permettre que nous soyons dans l'émotion et l'émotivité, est repris par effectivement ces acteurs-là, est instrumentalisé pour se donner bonne conscience. Oui. Nous avons des États, pour prendre un exemple plus proche de nous, comme Cuba, qui, au niveau de sa politique internationale, était plutôt un acteur qui brillait par sa capacité de nuisance. Comme dit Ignacio Ramonet, on va juste laisser la capacité de nuisance. Je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Oui. Mais
qui essayait, dans le domaine du sport, dans le domaine social, disons-le en gros, dans le sport, d'envoyer des médecins dans les pays en difficulté, d'envoyer des dons, mais de développer plutôt les sportifs, de faire en sorte que les sportifs cubains, dans le volley, dans l'athlétisme, soient ceux qui gagnent. Et pour donner donc la face de Cuba qui gagne, Cuba qui est victorieux. Donc, jouer sur l'émotion pour jouer sur l'empathie sportive pour masquer le fait que dans l'espace international classique, il y a d'autres problèmes plus c'est sérieux. un acteur qui participe à la capacité de nuisance des États. Nous avons fait de la baie des cochons, l'image même de Fidel Castro qui peut nous faire comprendre effectivement que la politique sportive cubaine était une politique qui visait à capter l'empathie internationale. Donc, c'est quand même, vous qui avez étudié la question, c'est quand même curieux. On vous dit qu'un match entre le FC Barcelone et le Real Madrid va être regardé ou bien regardé par 150 millions de personnes dans le monde. Comment comprendre ça? On n'a pas, même l'Assemblée générale des Nations Unies, je ne sais pas quoi d'autre, n'est pas autant regardé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'humain? Est-ce que c'est parce que sa dimension émotionnelle prend le pas parfois dans la dimension intelligente? Regardez des gens qui tapent dans un ballon pendant 90 minutes et parfois regarder 90 minutes avant, 90 minutes pendant, 90 minutes après. Qu'est-ce qui se passe pour que l'homme ait autant d'attention pour une telle activité? Je crois que Pierre Bourdieu parlait de la nature de l'homme. Oui. La nature de l'homme qui est une nature essentiellement curieuse. Mais je vais, pour répondre à cette question, m'appesantir sur les travaux de Norbert Elias et d'Eric Juny dans Sport et Civilisation, qui démontrent effectivement quelle est la puissance du sport dans la structuration des habitus, je prends ce mot chez Bourdieu, des habitus sociaux. Le sport est un lieu, est un exutoire. Le sport est un exutoire. Le sport permet l'expression de tout, enfin, les vices et de la nature humaine de manière spécifique. Et dans Sport et Civilisation, Norbert Elias, c'est la raison pour laquelle il est fondamental dans les études sportives de lire Sport et Civilisation. Norbert Elias démontre très bien comment le sport structure l'individu et permet la socialisation de l'individu. La socialisation par le sport, c'est le fait que si un individu est socialement en marge de la société, il peut, à travers des moments liés au sport, sentir l'appartenance, même théorique, à la société, en participant à un match de foot, c'est-à-dire en se ralliant de sa condition de marginal social pour la condition de supporter pendant un match, il a l'impression d'être dans une communauté, d'être dans la communauté des adhérents du club tel, d'être dans la communauté des fervents supporters de tel club. Il a l'impression de ne plus être en marge de la société, mais d'être utile à la société, à quelque chose. Et c'est cette même démarche qu'explique Norbert Elias qui fait en sorte que le supporter entre dans les excès donc de supporterisme, si on peut le dire. Donc ça se déchaîne en haine, ça se déchaîne en violence, et ainsi de suite. C'est cette identification de l'individu à la communauté sportive qui fait qu'il se sent membre de la société. Donc, le fait pour l'individu, c'est un processus d'individuation, clairement. Oui. Le fait pour l'individu de regarder un match de foot comme tout autre supporter dans le monde, c'est le fait de s'inscrire dans une communauté des supporters d'une équipe ou alors ou d'une autre, ou alors
des amoureux d'une discipline sportive. Dans quel sens? Dans le sens qu'il faut pouvoir témoigner des détails du match, qu'il faut pouvoir partager, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être le dernier à ne pas savoir ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Oui. Donc, il y a c'est un processus d'individuation. C'est-à-dire l'individu sent le besoin d'être membre de cette communauté. Oui. C'est une communauté fictive. C'est une communauté théorique, fictive. Elle n'est pas une communauté réelle, dans le sens de et du coup, nos États ont bien compris la structuration de tout ça et s'en servent comme outil de puissance. Tout à fait. Maintenant, rentrons pleinement dans notre thématique. Non pas que tout le décor que nous avons planté n'était pas utile, c'était très important pour notre téléspectateur, pour qu'il comprenne pourquoi le sport peut être un outil de puissance. Est-ce que vous le pensez? Je le pense intimement. Je le pense intimement et d'ailleurs, j'ai une publication qui va paraître dans quelques mois sur la puissance sportive étatique. Oui. Dans une publication en gestation sur la puissance sportive étatique. Donc, je postule pour le fait que le sport est un outil de puissance. Le sport est un outil de puissance. Comment? Vous avez les petits États en relations internationales, ce qu'on appelle les petits États. C'est-à-dire que par leur superficie, par le nombre de population, par la puissance économique ou la puissance militaire, sont quasi insignifiants dans l'espace international, même si le principe en droit international, c'est que tous les États se valent. Mais nous avons quand même des petits États qui ne pourront donc pas briller du fait de leur étroitesse et de leur petitesse par tous les aspects normaux de la puissance. Si on doit revenir dans la considération de la puissance en relations internationales des auteurs réalistes comme Thomas Hobbes, Morgenthau, ainsi de suite et tout. D'accord, où la puissance est effectivement analysée comme la puissance militaire. Bon, ils ne vont pas briller par ce type de puissance-là. Oui. Maintenant, il y a une deuxième forme de puissance, qui est la soft power, donc, qui permet, avec l'économie, la culture, le sport, de pouvoir être visible. Parce que la puissance, l'objectif de la puissance, c'est la quête de la visibilité dans l'espace international, c'est la quête de la primauté et c'est la quête de la domination dans l'espace international, puisque l'espace international est essentiellement concurrentiel depuis 1648 avec le traité de Westphalie. En fait, depuis 1648, on a essayé de la structurer, de la construire pour que les États se comportent de manière, entre guillemets, civilisée. Mais l'espace international a toujours été un espace concurrentiel. Et du coup, tout outil qui peut servir de démontrer sa puissance est un outil bienvenu. important. Que ce soit la hard power, que ce soit la soft power, on utilise cet outil-là pour avoir la puissance au niveau international. Alors, ceux qui analysent donc, pour bien comprendre, il faut pas partager, ou il faut alors avoir quand même une souplesse intellectuelle qui fait qu'on ne considère pas la puissance essentiellement comme la puissance militaire. Parce que les réalistes considèrent que la puissance est essentiellement militaire. Alors maintenant, il y a donc les idéalistes qui pensent que la puissance est aussi une puissance soft, elle n'est pas simplement hard. Alors dans la puissance soft, il y a non seulement l'économie, il y a la culture, et dans la culture et tout, il y a aussi le sport. Oui. Alors, comment est-ce que cette soft power s'utilise? Elle s'utilise effectivement par le pouvoir d'attraction, le pouvoir d'empathie, le pouvoir de représentation. C'est de l'imaginaire. C'est le fait que, effectivement, nous avons Nollywood au Nigeria, qui permet de voir que le Nigeria est quand même une puissance au niveau de la fabrication des films. Donc, on parle du Nigeria. Oui. Quand on parle de Bollywood, on parle de l'Inde. Donc, c'est une dimension importante. Et maintenant, quand on parle donc du sport, aujourd'hui, de nos jours, on parle nécessairement du Qatar. On parle nécessairement de l'Émirat. On parle nécessairement de la guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, puisqu'on voit bien que nous avons le Qatar qui achète des clubs historiques au niveau international à coût de millions. Oui. On se demande pourquoi cet argent n'est pas investi dans le développement du pays, mais c'est exactement pour avoir ce capital sympathie dans l'espace international et avoir une présence. Si on ne peut pas être présent par la force militaire ou par la puissance économique, on est présent
par le sport. Et quand justement cette communauté de supporters va regarder un match, comme vous l'avez dit, du Paris Saint-Germain contre une équipe, vous allez voir le Qatar sur les maillots. Et les millions, les milliards de téléspectateurs vont voir le Qatar sur le maillot. Donc, et c'est pas seulement vous allez voir le Rwanda aujourd'hui avec Arsenal. C'est de la même démarche. C'est pour faire connaître le Rwanda. Oui. Donc voilà, quand vous regardez un match de tel pays, vous voyez un nom de pays. Du coup, on peut considérer que le sport permet à certains, parfois des sportifs précèdent même le nom du pays. Oui, tout à fait. Quand vous vous présentez à l'étranger, vous dites que vous êtes Camerounais, on dit le pays de Roger Mila. Tout à fait. Oui. Et c'est donc et les États ne sont donc pas les derniers à prendre conscience de cela, à prendre conscience de cette capacité de projection sur l'international, cette capacité de rayonnement par l'image à travers le sport. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la majorité d'États donc développe une politique du sport, du développement du sport, avec une tendance géopolitique. Donc, développer les infrastructures, faire entraîner les sportifs dans les meilleurs centres d'entraînement à l'extérieur, faire en sorte qu'on ait des managers qui soient au niveau du management professionnel international, faire en sorte que les sportifs participent aux compétitions préparatoires qui leur permettent d'avoir des résultats. Parce qu'en fait, ce sont des résultats qui permettent à l'État de se faire connaître. Très bien. Ce sont des résultats. Le Brésil, en gagnant les Coupes du Monde, n'était pas le pays le plus développé du monde, mais on connaissait le Brésil à travers les résultats de son football. Cuba, on a connu Cuba, non seulement à travers Fidel Castro, mais aussi à travers les basketteurs cubains, les volleyeurs cubains, les athlètes cubains. Voilà. Et on connaît le Kenya aujourd'hui. Ce n'est pas pour le développement du Kenya, c'est à travers ces athlètes, les athlètes kenyans. L'Afrique du Sud est connue, pas pour sa puissance militaire, pour les nageurs sud-africains et les sportifs sud-africains qui font connaître l'Afrique du Sud. Donc les États sont conscients effectivement de ce capital sympathie, de cette possibilité de rayonner à travers l'image des sportifs. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'États donnent pour point phare de la quête de l'organisation d'une compétition internationale ou même d'une activité sociale lambda, les sportifs comme porte-étendard. Est-ce qu'on a quand même chez nous, dans nos pays, des cours sur la diplomatie du sport? Est-ce que ça existe quand même? Est-ce qu'on y pense? Je ne peux pas être catégorique, mais je crois que nous, dans nos pays africains, sensiblement, on gagnerait à effectivement introduire ce type de cours. Nous avons des cours de droit du sport qui émergent, c'est très bien, mais il faut effectivement que dans certains espaces, que nous ayons des cours de géopolitique du sport, de diplomatie du sport, effectivement. Parce qu'après tout ce que vous venez de nous dire, nous comprenons bien que le sport peut se comprendre comme un prétexte. Tout à fait. C'est un prétexte pour les États qui en usent pour peut-être pas inverser le rapport de force, en tout cas pour se présenter sur la scène internationale comme des États aussi puissants, des États qui sont connus, des États qui peuvent influencer d'une manière ou d'une autre les relations qu'ils ont avec les autres pays. L'objectif de l'usage, pas l'instrumentalisation, mais du recours au sport pour les États, c'est d'avoir une visibilité internationale. À travers l'image des sportifs et les résultats sportifs, avoir une visibilité internationale et capter une certaine représentativité. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai dit qu'on parle du Kenya aujourd'hui, on connaît le Kenya à travers ses athlètes. Et il y a un savoir-faire kenyan qui fait en sorte que les athlètes des autres pays, et même des pays développés, viennent s'entraîner au Kenya, en Éthiopie. Ils viennent s'entraîner au Kenya, en Éthiopie. C'est donc la preuve qu'effectivement, ces États-là, l'État éthiopien, a pu capter un potentiel du sport et le transformer en outil géopolitique. Si les coureurs de fond et de demi-fond de la France, de l'Occident et américain viennent déjà s'entraîner en Éthiopie, ça démontre effectivement qu'il y a une attractivité. Et pour l'Éthiopie, c'est un boost pour l'image de l'Éthiopie. Donc il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire
pas des athlètes, mais de l'Éthiopie. Oui. Donc, en fait, les résultats sportifs déteignent sur l'État. C'est l'État qui est le principal bénéficiaire des résultats sportifs. Du coup, un sportif international, c'est un bien précieux pour un État. Tout à fait, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur, c'est un représentant de l'État, puisque de toute façon, quand il y a une victoire au niveau international, ce n'est pas la victoire, c'est certes la victoire du sportif, mais le sportif qui représente un État. Puisqu'il porte le maillot. Puisqu'il porte le maillot de Merci, l'État. docteur Claude Bekombo. Merci pour cet échange assez fructueux. Nous pensons bien qu'à travers tout ce que vous avez dit aujourd'hui, à partir de la définition du sport et par toutes les séquences par lesquelles nous sommes passés, les étudiants, les chercheurs qui nous regardent vont voir ce qu'ils peuvent prendre pour pouvoir poursuivre la recherche, parce que nous ne lançons que des semences qui doivent être poursuivies, par lesquelles nous pouvons avancer et obtenir certainement la grandeur de nos États, la grandeur de nos pays. Merci infiniment d'avoir accepté d'échanger dans cette émission Interrogeons-nous avec nous. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci, docteur. Je vous en prie.